Là, il faut faire la vie d'adulte, la vie de grand. Et ça coince. Ça coince. Donc on va imaginer le pire. Tu échoues. Ouais. Il se passe quoi du coup? Je meurs. Parfois, je me dis, je mets une super pièce dans une machine qui est peut-être un peu pourrie, tu vois. Mais l'OQTF aujourd'hui, moi, c'est devenu notre bête noire. Ce format, c'est 2 fauteuils, une place publique et un panneau « Je ne suis pas psy, asseyez-vous ». Des passants viennent et décident de prendre place sur le fauteuil et on parle de leurs désirs, de leurs peurs, on parle d'eux et de leur vie, tout simplement. Je ne suis pas psy, asseyez-vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode et on est à Lyon, sur la place de la République. Même nom de place, différentes villes. Cette vidéo est faite en partenariat avec l'Association des maires de France et les présidents d'intercommunalités. Dans cette vidéo, on va parler de plein de choses, mais on va notamment parler d'engagement local, l'engagement associatif, l'engagement peut-être même politique. Jérôme Fourquier, directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, nous dit que l'engagement chez les jeunes aujourd'hui, il est moins collectif et il est plus individuel. C'est quelque chose qu'on va peut-être explorer ici, avec plein d'autres questions. C'est parti pour ce nouvel épisode. T'es à Lyon depuis 3 ans? C'est ça. Et t'étais où avant? J'étais aux Comores. Ok, C'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis né. ok. Et je suis parti à La Réunion, j'ai fait une année à La Réunion. Et la deuxième année, je suis venu en France, c'était en 2022. Et t'es venu avec un objectif précis? Ouais, c'était pour des raisons d'études. Et t'étudies dans quoi? Et un parcours en économie et gestion et un autre parcours en sciences de l'éducation à l'Université Lumière Lyon 2. Et ça te plaît? Franchement, ça me plaît bien. Ouais. Ouais, ça me plaît bien. Est-ce que l'ambiance, elle est différente par rapport aux Comores, tu vois? Très, très différente, ouais. C'est différent comment? Surtout questions sociales, la société, le mode de vie, les relations humaines. Je trouve que c'est... D'ailleurs, c'est la première des choses, c'est la première chose que j'ai remarqué quand je suis arrivé. C'était vraiment l'aspect social, très, très, très différent de ce que j'ai pu connaître ou vivre chez moi aux Comores. J'aimerais être directeur d'hôtel. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans l'hôtellerie? Alors dans l'hôtellerie, moi ce qui me fait kiffer dans l'hôtellerie vraiment c'est le service à la personne, aider les autres, parler avec les autres, donner des moments de bonheur aux autres en fait. Quand on est au service de quelqu'un, voilà, c'est vraiment pour lui alléger son quotidien. Quand les gens ils partent en vacances, ils ont envie d'avoir zéro problème, aucune charge mentale. Et voilà, le but de notre travail c'est d'enlever toute la charge mentale des gens pendant leur moment de vacances et que voilà, ils prennent que du plaisir et qu'ils arrivent à s'échapper un peu de leur quotidien. Et nous on est là pour ça en fait. Donc c'est ça qui me fait kiffer d'être au service des autres, quoi. T'as fait du sport là, non? Aujourd'hui? Ouais. Non, mais en fait, je suis Mais toujours t'es en assez sportif, j'ai Oui, je l'impression. suis sportif. Et puis, je suis toujours en pantacourt. Moi, les pantalons, je sais pas ce que c'est. Ah ouais? Voilà. Et t'as pas froid? Bah, là, ça va. Non, j'ai pas froid. Voilà. Donc, Ok. je suis toujours à l'aise comme ça. Voilà, je préfère être naturel qu'être déguisé, en fait. Ok, ok. Donc rien sur les jambes, mais par contre les gants? Ouais, les gants, c'est dur. Ouais. Ouais, surtout que moi, j'habite pas en France et j'ai pas chaud là. Donc, Ah, t'habites voilà. où? En Nouvelle-Calédonie. Ok. Voilà. Donc, c'est pas la même température. Voilà. En gros, je suis chef de projet dans une association qui s'appelle Inspiring Girls, donc c'est une asso internationale. Et en fait, le principe, c'est de sensibiliser aux stéréotypes de genre pour que les petites filles arrêtent de se dire qu'elles ne peuvent pas faire des métiers de garçons. Et de plus en plus, on pousse pour faire en sorte que les garçons aussi puissent se dire qu'ils peuvent faire des métiers de filles, entre guillemets. Je sais que la question de genre, c'est un peu compliqué pour beaucoup. Le fait de sensibiliser des jeunes filles aussi, c'est un peu un parti pris à prendre. Il y a beaucoup de jeunes adultes dans des entreprises, de jeunes hommes, pardon, qui ont plusieurs fois fait la remarque que ça ne devrait pas être spécifié qu'aux femmes, enfin spécifique aux petites filles. Donc quelque chose que je comprends complètement, c'est un parti pris que moi je prends au quotidien. Non pas que les garçons n'ont pas besoin, simplement que les garçons ont eu un peu plus de facilité que nous depuis moultes années. Donc du coup, ça me tient un peu à cœur, même d'intervenir auprès de petites filles dans des écoles et avoir des petits mots à la fin en me disant j'ai appris que je pouvais faire n'importe quel métier. Enfin, on rencontre des femmes astronautes qui viennent parler de leur métier en classe. Enfin, on forme aussi des jeunes femmes qui font n'importe quel métier. Même dans la comptabilité, il y a des jeunes femmes qui sont fans de leur métier ou qui ont une passion à côté, qui aiment étudier les abeilles, qui produisent leur propre miel et qui viennent en parler à des petites filles et à des petits garçons parce qu'en France, c'est compliqué de faire que des classes de filles. Mais tant mieux. Tant mieux, comme ça peut ouvrir la porte à plusieurs métiers, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Mais voilà un petit peu ce que je fais. Et franchement, depuis que j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie, j'ai jamais eu trop de soucis. Si on arrive à bien anticiper et même quand on a un problème, voilà, face aux clients, toujours garder le sourire, toujours être avenant et en général les problèmes ils passent mieux
et c'est plus facile d'éluder les problèmes. Et en perso, t'es pareil? Alors oui, moi dans ma vie de tous les jours, je suis un petit peu pareil. Alors moi, bon, j'essaye quand même au maximum d'éviter le conflit dans ma vie de tous les jours. Donc je fais tout voilà, pour limiter les conflits dans mes interactions avec les gens, avec les autres. Mais de toute manière, quand on met de la positivité, je suis quelqu'un d'assez optimiste quand même dans la vie. Ouais. Et du coup, quand on met de la positivité et de l'optimisme et qu'on est respectueux avec les gens, en général, même les plus gros problèmes, bah, ça c'est bien. Et tu trouves ça bien de vouloir éviter le conflit? Alors, Ou est-ce que c'est un problème que tu essaies de régler? Ou est-ce que c'est au contraire une qualité, tu vois? Alors c'est un problème que j'essaye de régler parce qu'au début j'y voyais plus comme une force et une qualité et en fait au fil de mes différentes relations, que ce soit amicales ou même amoureuses, j'ai vu qu'en fait la communication est hyper importante et des fois le conflit est un petit peu inévitable. Parler du conflit, parler des problèmes, ça aide à les résoudre. Et voilà, c'est quelque chose que maintenant j'essaye de changer, de plus forcément m'accorder avec les autres et d'exposer mes idées, d'exposer mon point de vue même s'il diffère. Bah, c'est pas très grave et puis le conflit de toute manière il n'est jamais très important donc non, j'essaie de rester en accord avec ce que je pense. Ouais. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas super là. Et même dans ce que je fais en général dans ma vie, je suis un peu un auteur raté. Tu sais, c'est les gens qui commencent des livres qui les finissent jamais. Ok. Mais aussi ce que je fais, c'est que je crée un univers fantasy. En gros, je suis à fond dans le jeu de rôle, je fais du contenu sur ça, je fais aussi un gros univers avec qui est à moi, un système de règles, etc. Sauf qu'en fait, je passe énormément de temps pas dans le monde. Ah oui, ok. Et en fait, je fais ça depuis que je suis petit, sauf que le problème, c'est que aujourd'hui, il y a des moments où j'ai l'impression d'être toujours dans un flou, un peu dans ma tête, tu vois. Attends, donc tu as créé une communauté Discord en rapport avec ton univers? Ouais. Donc il y a des gens qui suivent déjà. Ah, mais moi, je suis trop content. On est 400 dessus. Ah ouais. J'ai créé mon propre univers de jeu de rôle qui est hyper détaillé. Genre, j'essaie de faire un truc hyper réaliste. Bref, dans la France du 18e siècle à peu près. Et il y a tout un monde très développé. Il y a plein de gens qui suivent ça. Et artistiquement, ça, je suis trop content parce que moi, quand j'ai écrit des pièces de théâtre au départ, quand j'ai créé cet univers, quand je crée de la fantaisie en général, c'est pour faire rire des gens, c'est pour les faire pleurer, c'est pour les faire voyager, donner des émotions aux gens. Et ça marche trop bien. J'ai des gens qui pleurent tous les jours, qui rigolent tous les jours sur les histoires que je raconte et tout. Bien. Ça, c'est trop bien. Ça, j'en suis trop fier. Le problème, c'est après dans la vie perso, comment tu fais. Genre là, je suis au chômage depuis 17 jours. Ah ouais. Et je me projette pas. Je me projette pas dans le monde. J'ai fini mes études il y a pareil un mois. J'ai fini mon bac plus 5. Et là, il faut faire la vie d'adulte, la vie de grand, la vie du capitalisme, tout ça. Ouais. C'est chaud. Et ça coince. Ça coince. Je fais plein d'entretiens d'embauche. Je rentre dans les bureaux, ça me fait peur. J'ai l'impression que c'est un truc un peu robot, tu vois. Donc c'est pas mal du tout. Genre, je sais très bien qu'il y a plein de gens où c'est trop bien et j'admire les gens qui arrivent de fou à faire ça et qui sont grave contents, tu vois. Qui sont là dans leur taf et qui sont en mode c'est trop cool et tout. Mais moi, je me vois pas dedans. J'arrive pas à me projeter dans ce monde-là, tu vois. Okay. Non, mon travail n'a rien à voir avec mes études. Je travaille dans la restauration et je te mens pas, je me sens pas du tout mal à l'aise vis-à-vis de ça parce que dans ma tête, je me suis déjà forgé qu'une fois en France, il faut doubler, voire tripler les efforts. Donc je ne choisis pas du tout. S'il y a un boulot que je dois le faire, je me dis pas c'est moi qui fais la fac, non je vais pas le faire. Non, non. Je fais tout ce que je trouve parce que je sais que c'est primordial pour moi d'avoir un travail, peu importe dans le domaine. Je te mens pas, je te parle en toute honnêteté, peu importe dans le domaine, même qui n'a rien à voir avec les études. Il suffit juste que je sois accepté, je le ferai sans problème. Donc aujourd'hui, je suis en France, je sais que je suis pas français, je suis pas dans mon pays d'origine. Donc, je vais faire tout ce que je vais avoir comme boulot, même si ça n'a rien à voir avec mes études. Du moment où je suis dans la légalité, je peux subvenir à mes besoins et ceux de ma famille, franchement, ça va. Okay. Voilà. Et après, basculer sur un visa de travail? Oui, après, c'est d'autres démarches que je dois effectuer pour changer de statut, ce qui n'est pas encore facile, très compliqué de passer d'étudiant à salarié. Quand tu as un CDI, tu vois, dans le filière de tes études, pas n'importe quel CDI, mais un CDI qui est en relation avec les études. Donc à ce moment-là, sinon ça marche pas. Par exemple, là je travaille dans la restauration, qui n'est pas du tout en accord avec mes études actuelles, donc je ne peux pas faire une demande de changement de statut. C'est pour ça que beaucoup de gens ici qui ont fait leurs études, ils peuvent à un moment donné se retrouver dans des cas d'OQTF. On leur donne des OQTF parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à des métiers qui sont en relation avec les diplômes qu'ils ont eus. Et toi, ça te fait peur? Grave. Chaque jour que je me lève, ça me traumatise, quoi. Ça me traumatise grave. Parce qu'on craint toujours, demain, je peux me lever le matin et me retrouver avec un OQTF. Et au bout de une semaine, je peux me trouver dans une précarité énorme. Tout perdre en même temps, quoi.
Ouais. Donc ça craint, ça nous fait peur. Et c'est l'associatif où je me suis sentie le mieux, mais c'est malheureusement pas dans l'associatif où c'est le plus facile d'évoluer, on va dire. Pourquoi c'est dur d'évoluer? Parce que les gens prennent pas forcément au sérieux ce qu'on fait, parce qu'on est une association, parce qu'on prend un parti pris, parce qu'on veut aider les gens, et j'ai l'impression que aider les gens, c'est compliqué de le faire aujourd'hui. Quand on a... Enfin, je veux pas me jeter des fleurs, mais toute la bienveillance du monde, c'est compliqué de se faire une place dans un monde où en fait il faut être un requin et marcher sur les gens. Et je ne veux pas marcher sur qui que ce soit, je ne veux pas... Amener le camion de fleurs. Non, il est en fleuriste derrière. Ça aurait été fou, un énorme camion Ben qui arrive et une montagne de fleurs. Et après, moi, ne pas m'engager, c'est pas possible. Je ne peux pas ne pas m'engager. Donc, en fait, j'ai eu toute une partie de boulot où je me suis investi dans le boulot, où je me suis engagé dans mon boulot à cette échelle. Et là, je travaille plus, c'est un choix depuis 4 ans. Et là, je me suis engagé dans l'associatif parce que je ne veux plus être salarié. Voilà, c'est un choix. Voilà. Je veux rester bénévole. Donc, les salariés font les dossiers. Et moi, je participe à certains ateliers. Voilà, où je viens régulièrement, une fois par semaine, voire plusieurs fois par semaine, mais je fais ça bénévolement. Pourquoi tu tiens à ce statut bénévole et à ne pas être salarié? Parce qu'en fin de compte, si tu rentres dans l'associatif, pour moi, c'était nécessairement que du bénévolat. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, l'associatif, je ne me voyais pas demander de l'argent à une association aussi. C'est con peut-être comme posture, mais si je veux être dans l'associatif, c'est que je veux donner de mon temps à moi et donc je le donne gratuitement. Si on suit ta logique, que je comprends, j'ai l'impression que l'associatif, on y accède seulement à partir quand on a soit un certain confort de vie, soit un certain âge, mais en fait c'est difficile d'être jeune et de vouloir gagner sa vie. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, si tu veux rentrer dans l'associatif purement bénévole, donc, effectivement, pour moi, il faut 2 choses. Il faut que ta vie professionnelle te laisse du temps. Parce que si ta vie professionnelle te bouffe tout ton temps et que tu mets en plus de l'associatif, entre deux, c'est la vie de famille qui va ramasser. Tu n'as pas le temps pour la vie de famille. Donc moi, ça a été mon choix. C'est je bosse. Et une fois que j'ai arrêté de bosser, j'ai fait l'associatif. Mais c'est vrai que si je fais maintenant l'associatif bénévolement, sans bosser, c'est que j'ai les moyens de vivre sans avoir besoin de salaire. Voilà, c'est très clair. Ouais. Évidemment que tout le monde ne peut pas le faire. Et c'est normal qu'il y ait des associations où il y ait des salariés, parce qu'on a besoin de gens permanents et ils bossent, ils ont besoin de bouffer, etc. Ça ne me choque pas. Moi, en fin de compte, je ne me verrai jamais rentrer dans une association en disant je veux être payé sur ce que je fais. Non, ça ne me va pas du tout. Ouais, je comprends. Pourquoi parce que tu as ta famille là aux Comores et tout? Oui, j'ai d'autres frères ici aussi. Pourquoi j'ai l'impression que y retourner, ce serait un échec presque? Ce serait pas un échec, mais je vais pas te mentir. Hein. Chez moi, c'est le désespoir total, pour être honnête avec toi. C'est le désespoir total. Il y a... Tu veux dire au Comores? Oui, au Comores, ouais. Là, quand je dis chez moi, je parle des Comores. Ouais. C'est le désespoir total. Et moi, j'ai grandi là-bas. J'ai eu la chance de grandir là-bas jusqu'à mes 24 ans. Ouais. Donc, je sais de quoi je parle. C'est le désespoir total, la jeunesse. Qu'est-ce que t'appelles désespoir total, genre? Alors, déjà, tu te lèves, tu n'as pas d'objectif, justement, parce que il n'y a rien pour te motiver. Les gens là-bas, ils font les études, justement, dans le but d'espérer avoir un emploi. Mais on sait très bien, au final, qu'il n'y aura pas d'emploi, parce que toute la jeunesse diplômée reste dans les places publiques, sans rien faire. Il n'y a pas de stage, il n'y a pas d'offre, il n'y a rien du tout. C'est le désespoir, quand je te dis, c'est le désespoir. Ah ouais. Tu tombes dans une dépression totale sévère. Genre il n'y a pas de job, il n'y a pas d'activité économique. Là maintenant, il y a avec l'explosion des réseaux sociaux, on voit quand même un petit changement, un léger changement. Ouais. Où certains jeunes qui ont réussi à avoir des offres, c'est très rare, hein, c'est une minorité. Hein. Ils arrivent quand même à créer quelque chose, mais c'est vraiment très rare. Ok, j'ai l'impression qu'en fait, plus que l'activité économique, etc., le problème, c'est vraiment ce manque de futur, en fait. Oui. Depuis des années, il y a toujours ce manque de futur depuis des années. Même avant qu'on naisse, nos ancêtres, ils ont vécu ça, il n'y a rien qui a bougé. Rien du tout.
j'imagine vraiment les grosses entreprises comme des requins méchants en costard, si tu veux. Et les petites associations, c'est vraiment des... Tu vois, dans le gang des requins un peu. J'ai un peu cette image-là. Et puis, tu as vraiment juste un petit poisson qui est dans son milieu associatif et qui se dit... Enfin, moi dans le milieu associatif, mais c'est dans le commun des mortels. J'ai beaucoup de gens... Enfin, là, j'ai discuté avec la jeune demoiselle qui va passer juste après moi. Okay. Adorable, cœur sur la main. J'ai été spoilé. Mais je te dis pas de quoi elle veut te parler, mais adorable, cœur sur la main et une bonté d'âme incroyable. Mais elle a peur de se lancer, elle a peur de faire des choses parce que des méchants requins l'ont attaqué, lui ont fait peur et ont fait plein de choses. Et c'est un peu pareil partout. C'est qu'on s'empêche de faire plein de trucs, on s'empêche de se développer, on va dire, ouais. Parce qu'il y a des méchants requins en costard partout qui veulent prendre possession. Et je parle politiquement parlant ou pas forcément. Enfin, voilà, ça touche à tout plein de sujets. Et j'aspire, évidemment, il faut tout pour faire un monde. Il faut qu'il y ait des gens qui soient très business et qui ne pensent pas à l'éthique et à la morale pour avoir certaines choses. C'est une certitude, c'est très utopiste de se dire que dans une boîte, ce sera toujours tout beau, tout rose et que ça peut grandir comme ça. J'aspire à ce que ce soit ça. Mais je trouve ça dommage qu'on empêche les gens qui sont vraiment des petits diamants purs, tu vois, de pouvoir grandir et se développer. Je ne dis pas que mon association n'a pas de problème et que tout va et que c'est un diamant pur, c'est pas ce que je dis. Mais c'est juste que je trouve ça dommage que ceux qui aboient le plus, ce sont pas ceux qu'on voudrait le plus entendre, quoi. Non, franchement, je suis pas quelqu'un de très engagé. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime bien avoir ma petite vie, faire mes choses en solo avec mes quelques amis que j'ai. Mais la vie, que ce soit associative, la vie au contact des autres. C'est très paradoxal, ce que je dis, c'est que j'aime beaucoup être au service des gens, les aider à travers mon travail. Mais après, dans ma vie personnelle, j'aime beaucoup ma solitude et faire les choses qui m'importent à moi-même, un petit peu égoïstement, mais faire les choses que je veux faire moi. Et du coup, je ne prends pas le temps de m'engager. C'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Je me cultive par rapport à ça quand je suis tout seul. Mais j'aime bien avoir, quand j'ai des moments à moi, vraiment personnels. Et du coup, non, je ne suis pas trop dans l'engagement. La personne qui est passée avant toi, oui. Elle m'a dit que tu avais un cœur pur. Pourquoi elle a dit ça? Je sais pas. C'est difficile comme question. Je sais pas. Après, on a parlé de sujets qui me tiennent à cœur. Là, je suis au chômage actuellement, mais en reconversion pour être éducatrice canin. Ok. Et c'est vraiment dans le but d'aider les propriétaires de chiens à avoir une relation comme j'ai avec ma chienne, qui est absolument incroyable. Et quand en fait j'en avais marre de voir dans la rue des personnes qui n'arrivent pas à lire en fait leurs chiens, on va dire, à se rendre compte qu'ils sont en douleur ou autre, etc. Ou même des personnes qui ont des chiens en difficulté et qui se retrouvent à se dire en fait on va l'abandonner parce qu'on n'y arrive plus, alors qu'il y a d'autres solutions qui peuvent se faire pas dans la douleur, quoi, justement. Ouais. J'imagine que c'est un parcours, le stress de l'OQTF et compagnie, ça doit pas être... Ah, ça vraiment, ça tue. Hein. Le cerveau, ça tue le cerveau. Et j'espère que ceux qui vont voir cette vidéo, ils vont vraiment se reconnaître dans tout ce que je dis. Mais l'OQTF aujourd'hui, c'est devenu notre bête noire parce que tu ne sais pas comment l'éviter à un moment donné et elle peut te tomber dessus comme ça. Est-ce que genre c'est une bête noire tout en la comprenant ou est-ce que pour toi c'est pas justifié, tu vois? Je sais que l'OQTF, l'origine, je sais que c'est la loi, je le sais. Après, aujourd'hui, elle est présentée, personnellement, je trouve qu'elle est mal présentée au public. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle d'un OQTF, on parle d'une personne dangereuse, on parle d'une personne qui voilà, ce qui n'est pas du tout le cas. Oui, c'est obligation de quitter le territoire, c'est comme si c'était passé quelque chose. Tu peux être étudiant, tu peux être médecin, tu peux être quelqu'un qui respecte les lois, qui se comporte convenablement et avoir un OQTF, justement parce qu'il y a toujours une raison, il y a toujours un motif. Donc, mais c'est aux yeux du public qui fait que quand on entend parler de l'OQTF, on passe immédiatement
à une personne dangereuse. Ouais. En gros, ce que je crée, c'est que c'est un univers, et c'est ça aussi qui plaît, c'est que c'est un univers hyper queer. En gros, le but, c'est de créer un univers fantasy qui soit hyper inclusif et avec des représentations qui soient raciales, de genre, d'orientation sexuelle, etc., qui soient très différentes et très variées. Bon, c'est pas hyper représentatif parce que le pays principal, il est hyper problématique, mais c'est le but, c'est critiquer, enfin c'est montrer en critiquant par empirisme. Mais du coup, c'est de créer tout ça, et ça, j'en suis trop fier, tu vois. J'en suis trop fier parce que je sais que j'ai aidé beaucoup de monde avec ce genre de choses-là. Mais là, j'en suis à un point où moi, je suis un petit peu antipose, tu vois. Genre, je suis un petit peu en mode et moi là-dedans. T'as quel âge? J'ai 23 ans, 22 ans. Ah ouais, gars. Oui, je suis un baby. Hein. Gars, t'as le temps. Non, mais je sais que j'ai le temps, je sais. Ah, tu m'as parlé, j'ai cru que t'avais, je sais pas, tous les projets, les machins, tous les questionnements et tout. Je me suis dit, c'est bon. Ah non, mais je suis comme ça depuis longtemps, moi. Hein. Ok. Mais c'est que là, je me prends le bac de fin d'études, en fait. Je me prends le bac de fin d'études où, en fait, je suis là, j'ai 300 € d'allocation chômage, je me fais chaud, la team va falloir trouver un taf. Ouais. Sauf qu'il y a d'un côté mes projets, mes rêves, mes ambitions en tant que personne, et ce qu'il faut faire pour vivre dans le monde, dans la société, etc. Et là, tu sais, c'est le moment où tu te dis toujours plus tard, plus tard. Et plus tard, c'est aujourd'hui, du coup, je me dis... Ouais. Bah, t'as deux strates, hein. T'as celle des gens qui mélangent les deux, tu vois, ils arrivent à trouver un day job et la nuit ils bossent, enfin la nuit ou les week-ends et tout, enfin ils bossent sur leur passion, tu vois. Et il y en a plein. Ouais. Moi j'ai commencé comme ça. Et t'as ceux qui disent pas de plan B. Ouais. Super risqué, mais du coup je peux pas en parler parce que je l'ai pas vécu. Ouais, non, je comprends, il est hyper classe. Forcément, il est hyper classe, il est hyper romantique et tout, tu vois, mais... Mais j'ai peur. J'ai extrêmement peur. Ah, on dirait pas là comme ça. J'ai peur d'échouer, j'ai peur de me tromper. Ok, on va faire un par un. Échouer quoi exactement? Échouer dans les conseils que je donne. Donc ça, l'expérience, pour l'instant, t'as montré que tu n'échoues pas. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. En fait, je suis quelqu'un qui va toujours imaginer le pire. Ouais, le pire. Toujours. Donc, on imagine le pire. J'ai conscience que je suis quelqu'un de très négatif, je sais plus comment on dit, mais je me rappelle plus du terme. Oui. Imaginons tu fais le... Donc on va imaginer le pire, tu échoues. Ouais. Il se passe quoi du coup? Je meurs. C'est pas vrai. Non, mais je sais pas, si j'échoue, j'oserais plus jamais donner de conseils. Vraiment? Genre t'échoues une fois? J'ai beaucoup de mal avec l'échec. J'ai beaucoup de mal. Pour te dire, je vais te donner un exemple tout bête. Quand j'ai fait ma formation d'éducatrice canin, j'ai le temps de potasser les exercices, de m'entraîner un peu sur ma chienne aussi, enfin voilà. J'ai mis après 6 mois, montre en main, à passer l'examen et je l'ai dit à personne. Je ne l'ai pas dit à mon copain. Okay. Mon copain vit un peu à Lille aussi de temps en temps. J'ai attendu qu'il parte à Lille pour le passer. Ah j'ai dit à personne que j'allais passer par peur d'échouer. Parce que je sais même pas vraiment pourquoi. Parce que si, je pense que je me dis, si j'échoue, je fais une croix sur mon projet. Je me dirais, j'ai raté l'examen, c'est que je suis pas faite pour ça. Comment ça va? Très bien, et toi? Ah, Nawal, juste on va le dire. Ouais. T'es mon agente. Ouais, on se connaît. T'es mon amie aussi. Ouais. Depuis, je sais pas, ça fait 5 ans? 10 ans, frère. Ça fait 10 ans. Mais oui. T'as toujours voulu être CEO? Genre monter ta boîte et tout? Ouais, je suis née, je me suis... Non, pas du tout. J'ai cru. T'allais partir et tout, j'ai cru. J'y étais avec toi. Non, pas du tout. Je pense que... Je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours dit que ça arriverait. Et peut-être aussi parce que les autres m'ont toujours dit que ça arriverait. Enfin, qu'il fallait que je... Enfin, tu vois, qu'ils me voyaient bien gérer ma boîte et que j'ai toujours été en intra-entrepreneuriat. J'ai beaucoup porté des projets à l'intérieur d'une boîte et qu'à un moment, je me suis dit, vas-y, je le fais moi. Et parce que aussi dans ma famille, je pense que c'est un peu la culture. Il y a une meuf qui était là et qui, là, elle est en train de lancer son business, tu vois. Ouais. Et elle est terrifiée. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai jamais eu peur de ça. T'as jamais eu peur de ça? Non. Je suis très angoissée du métier, des deadlines, de la pression qu'on a sur le métier. Je suis très anxieuse, mais je me suis toujours dit, ça marche pas, quoi. Je ferai autre chose, tu vois. Pour toi, ça touche pas l'image que t'as de toi si ça marche pas? Non. Tu dis pas genre... Mais là, tu parles de gérer la boîte, tu vois. Par contre, sur mon métier d'agent, ça me touche si ça marche pas, si je fais pas bien, si je satisfais pas le créateur et la créatrice. Oui, ça par contre, ça m'affecte beaucoup. Mais le métier d'avoir ma structure et gérer une équipe, etc.,
je crois pas. Donc c'est pas tant l'échec, c'est plus décevoir. Ouais. Bah, le pire, c'est que je suis bénévole dans une association sur Lyon qui s'appelle Ronrone. Et c'est une Trop mignon, association. le nom. Hein? Le nom est trop mignon. Oui. Et c'est une super association et en fait on aide des chiens et des chats du coup à trouver une nouvelle famille. Et du coup moi je m'occupe pour l'instant du recrutement des familles d'accueil. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des personnes qui me contactent un peu parce que dans ma signature de mail j'indique mon Instagram, tout ça, parce que j'ai commencé un peu à faire un Instagram parce que je sais que ça peut être dur de se faire de la pub. Je me dis autant commencer maintenant et si on me contacte, je dis pour l'instant... Mais t'as fait le plus dur en fait déjà. Tu t'es déjà lancé, c'est juste que t'as pas mis les mots dessus peut-être. Mais ton activité elle est déjà en route. Ouais. Les gens te contactent parce qu'ils voient tes Insta. Donc en fait, Oui, ouais. Ouais. tu vois, ils attendent qu'une chose, c'est que tu leur dises ok, Ok, let's go. je peux venir à telle date et c'est temps. Tu vois. Oui. Ouais, je suis peur. Je suis peur. Waouh, j'ai peur. Putain, arrêtons-nous là-dessus. Oui. Je suis peur. Oui. Oui, c'est vrai. Je vois une psy, et c'est drôle, non, pas du tout, mais elle m'a donné un exercice à faire pour ce mois-ci, et c'est vraiment de noter mes sujets d'inquiétude. Et elle m'a juste dit ça, et de moi-même, dans mes notes de téléphone, je note les dates où j'ai eu des signes d'anxiété plus ou moins forts, si j'ai pris un anxiolytique, en plus, parce que j'arrivais pas à gérer ou quoi, et je me rends compte de la place que ça prend. Je pense que je ne me rendais pas compte avant. Et là, vu que je date en disant de quoi j'ai eu peur, etc., je me rends compte à quel point l'anxiété prend une place, à quel point, oui, c'est peut-être le problème numéro 1 à régler avant de me lancer typiquement. Enfin, d'assumer que je me suis lancée. Tu trouves du sens dans ce que tu fais? Comment tu trouves du sens dans... J'ai mis le maximum de sens que je pouvais. Comment? J'ai mis du sens dans les profils qu'on accompagne. J'ai mis du sens dans les marques avec qui on travaille. J'ai mis du sens dans les projets qu'on finance. Tu vois, on a monté un accélérateur pour les femmes pour qu'elles se professionnalisent sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça fait sens. Ça fait aussi sens dans bien accompagner tes équipes. Et tu vois, on a une charte éthique et la charte éthique, elle est à la fois dans les partenariats qu'on fait avec les marques, mais aussi de comment je traite mes équipes. Et après, on en parle ensemble. J'ai mis du sens dans le fait d'accompagner des créateurs qui produisent du contenu qui a du sens et qui est positif et qui est intelligent et qui transmettent un savoir sur les réseaux. Mais est-ce que être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça a du sens? Est-ce que les réseaux sociaux ont un impact positif sur les ados, les jeunes et sur le monde? Genre le rapport TikTok par exemple? Ouais, parfois je me dis, je mets une super pièce dans une machine qui est peut-être un peu pourrie, tu vois. J'ai eu cette conversation avec une créatrice la semaine dernière où je lui disais, moi je me pose beaucoup de questions, genre j'ai mis du sens, mais est-ce que quand même ça fait sens de travailler dans ce secteur, d'alimenter ce secteur? Et elle me disait qu'elle avait les mêmes questionnements et je sais que avec toi on en parle et que tout le monde se pose cette question de dire est-ce que produire du contenu sur TikTok ça fait sens? Est-ce que, tu vois, des fois je dis... j'ai l'impression d'être Steve Jobs qui a inventé l'iPad, mais qui te dit qu'il ne le donne pas à ses enfants, tu vois. C'est pareil. L'inclusivité, c'est hyper important. Ça, c'est un terme qui, pour moi, est super fort. Parce que tu sais, on a parlé pendant longtemps de tolérance. Et en vrai, le mot tolérance, il est affreux. Il est affreux parce que tu tolères. Tolérer, c'est que tu acceptes. T'es pas pour, mais tu tolères la présence des personnes. Le but, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire, c'est d'inclure vraiment les gens, de les faire participer avec toi, à la société, au monde, tout ça. Et c'est de créer une société que... J'aime pas le mot égalitaire non plus parce que le mot égalité, il y a plein de trucs qui vont pas avec parce que c'est jamais forcément possible. Mais en tout cas, c'est de toutes les personnes, tu vois, genre qui se retrouvent pas, qui vont être neuroatypiques, qui vont être des minorités de genre, d'orientation, etc. Tout ça, réussir à créer des choses comme ça. Donc je sais que ça, moi, l'inclusivité, c'est vraiment la valeur forte et centrale. Ok. On parle d'inclusivité. J'en ai parlé d'engagement du coup, tu vois. Ouais. J'ai lu que l'engagement chez les jeunes aujourd'hui, il est moins collectif et plus individuel qu'avant, tu vois. Toi, est-ce que tu t'engages dans des trucs? Ouais,
En vrai, je m'engage. Là, j'ai plus énormément de temps de faire des trucs genre par exemple associatifs, etc. Mais je sais que par exemple, forcément, quand on a un peu de visibilité sur les réseaux sociaux, moi, je fais beaucoup de choses aussi sur ça, sur l'inclusivité par rapport à ça. Je fais aussi pas mal d'engagement aussi sur mon serveur Discord. Le but, c'est d'avoir toute cette partie aussi écoute, questionnement. Il y a plein de gens qui se questionnent, il y a plein de gens qui. Ah oui, t'as créé une safe space. Ouais, c'est ça. En gros, le but, c'est vraiment de créer une safe place à fond. On est hyper exigeant justement sur la modération par rapport à ça, pour que vraiment les gens se sentent bien. Et il y a plein de gens, et ça me fait trop plaisir, qui d'un point de vue personnel, en fait, ça les a aidés de dingue parce qu'ils se sont rendus compte de plein de choses, même sur leur identité, ou même le fait que c'est normal, ils ont le droit d'être comme ça, etc. Donc on a vraiment accompagné plein de gens, je dis on, parce qu'il y a aussi vraiment toute l'équipe de la modération avec moi qui fait un super taf sur ça. Et on a aidé plein de gens. Mais c'est vrai qu'en général, en fait, il y a un côté beaucoup plus individualiste de l'engagement et même de la perception des choses aujourd'hui, même dans mon cercle autour de moi. Qu'est-ce qui se passe si t'es nul? Je te permets pas. Non, qu'est-ce qui se passe si je suis nulle? Non, mais genre, si pas t'es nul dans Oui. dans la vie ou dans le dans taf mon à boulot? venir, mais imaginons t'étais nul, Ouais. qu'est-ce qu'on en penserait, tu vois? Je me prendrais des critiques. Tu penses qu'on t'aimerait moins? Bah oui. Automatiquement, oui. Je pense. Ok. Ouais. Je sais que sur TikTok, c'est un peu comme Twitter où les haters, ça peut venir assez vite et assez vénère. Et c'est le truc qui me bloquait pour me lancer sur TikTok, ouais. C'est marrant ton bah oui, tu vois. Je t'ai dit, est-ce que tu penses qu'on t'aimerait moins? Tu as dit bah oui. Et en fait, il y a plein de gens Ouais. pour qui la réponse est non à la question que je t'ai posée. Ah. Pour eux, s'ils sont moins bons, on va pas les aimer moins. Ah ouais? Ouais. Bon, je trouve ça bizarre. Je sais. Oui. Je sais. Ouais. Et je pense que toi, parce que tu as l'intime conviction, tu vois, c'est tellement ancré que pour toi c'est une vérité absolue, genre tu comprends même pas que des gens puissent dire non. Ouais. Tu vois? Oui, carrément. Toi, tu as l'intime conviction que si tu es moins bonne, on va t'aimer moins. Ouais. Et donc du coup, tu dois être tout le temps la meilleure. Oui, c'est pour ça que je suis très people pleaser aussi. Hein. L'amour qu'on te porte, il dépend pas de ça. Je sais pas. Je sais pas. Parce que forcément, si tu déçois les gens, tu perds des points. Ouais, c'est pas de l'amour. Ah ouais? Je sais pas, par exemple, je suis avec un pote et il a pas fait un truc que j'ai demandé, ça va me saouler. Ouais. Mais je l'aime toujours autant, c'est mon pote. Ouais, ok, ouais. Ton mec, oui, il fait un truc qu'il est censé faire et il l'a pas fait. Oui. C'est une erreur. Oui. Tu l'aimes pas moins, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais, mais ça va mieux. non, mais oui, il me faut du temps pour process le truc, mais oui, c'est vrai. Quand il y a de la nuance, il n'y a pas de noir ou blanc, donc il n'y a pas de truc sensationnaliste en fait. Ouais. Et donc il y a moins de clics aussi. Il y a moins de clics. Et en fait, là on en revient les réseaux sociaux. Et comme tu fais des formats courts d'une minute, une minute 30, tu n'as pas le temps de nuancer. Ouais. Et il te faut un hook qui accroche, il te faut un truc qui... Et donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de nuance. C'est parce qu'on est dans l'ère de l'audience. Ouais, c'est l'économie qui est de la créateur économique. Exactement. Qui est créée comme ça, quoi. Et en fait, toi, en tant que créateur, tu dois faire des chiffres. Parce que c'est comme ça que tu marches. Ton travail consiste à avoir de plus en plus d'audience, tu vois. Et donc, pour avoir de l'audience, il faut que tu sois de plus en plus... plus tu as un propos radical, plus ça hook, tu vois. C'est ça qui est terrible, tu vois. C'est là où je suis hyper triste. Parce que je me dis, c'est comme ça que en fait, les extrêmes montrent que chacun reste dans sa bulle et qu'on ne se parle plus. Ouais. En fait, moi, c'est ça que je trouve ça fou. C'est qu'on ne se parle plus et je le dis souvent, ça. Tu sais, des fois, je passe de story de camp en camp. Je pense à certains conflits actuels forts. Et je vois une story, je fais « Oh, il a trop raison ». Je vois l'autre, je fais « Oh, il a trop raison ». Je me dis juste, ces deux-là, je les connaissais, et ils étaient potes et ils se parlaient. Et en fait, en story, chacun dit sa vérité. Et la vérité, c'est posons-nous et on trouvons une solution. Sur ce truc de cercle vicieux, avec la créateur économie, etc., et la nuance et tout, est-ce que quand tu penses au futur, t'es inquiète ou t'essaies de rester optimiste ou Moi, je suis nature optimiste. Après, je dis souvent, on est une goutte d'eau dans l'océan, la vague, elle est trop grosse et nous, on fait ce qu'on peut, mais tu vois.
Je suis de nature optimiste, donc, et puis de toute façon, si t'es pas optimiste, tu te lèves pas le matin et tu fais pas le métier qu'on fait, tu vois. Et puis ça reste un métier plus agréable que plein d'autres métiers. Maintenant, est-ce que je serai encore là dans 10 ans? Est-ce que tu seras encore là dans 10 ans? Je sais pas. Ouais. Moi non plus, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc dont t'as pas parlé que t'aurais aimé parler? Que t'aurais aimé dire? À bientôt, les parapotes. Ciao!